Bonjour à tous, merci aux derniers courageux d'être encore là. Je voudrais évidemment tout d'abord remercier très vivement mes collègues Stéphanie Mauclair et Fouad Dazi pour m'avoir invité à participer à ces belles journées. Remerciements qui, en réalité, ne sont pas tout à fait sincères, parce que je dois avouer qu'au moment où je vous parle, l'embarras est toujours aussi important qu'il y a quelques semaines. Embarras manifestement partagé, puisque, après consultation des meilleurs traités et manuels de droit des assurances, j'ai pu constater que le fichier est un inconnu des spécialistes de la matière. Alors, du coup, je serais tenté d'avoir moi aussi beaucoup de questions et assez peu de réponses, mais je vais quand même essayer d'en apporter. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, prendre deux précautions liminaires. La première, c'est que j'ai remanié jusqu'à il y a quelques jours ou quelques heures ma contribution, ce qui fait que le petit texte de présentation qui figurait dans le dossier est en partie mensonger, donc je tiens à m'excuser, mais je vais quand même traiter de l'essentiel. Et la seconde précision, c'est que pour des raisons de temps, à l'oral, je ferai l'économie de citer systématiquement les sources légales, administratives, jurisprudentielles, au risque de me faire excommunier de cette communauté des juristes pourtant obsédés textuels, comme disait Cornu. L'industrie de l'assurance est par essence, par nécessité, collectrice et utilisatrice de données, parce qu'elle repose sur la compréhension et l'analyse des risques. L'information est donc évidemment au cœur de sa technologie, et à cela s'ajoute d'ailleurs le fait que la loi parfois oblige les assureurs à collecter et conserver des données, comme c'est le cas par exemple en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par exemple, mais il y a d'autres hypothèses. Alors les fichiers d'assurés en tant qu'ensemble structuré et stable de données à caractère personnel, pour reprendre une définition bien connue, sont nombreux. Ils permettent de connaître les clients et les risques. Et puisque c'est sous l'angle du contrôle qu'il m'a été demandé d'intervenir, eh bien ces fichiers paraissent en effet offrir aux assureurs des moyens de contrôle de leurs assurés. De ce point de vue, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'assurance est le lieu d'une activité normative, de direction des comportements humains, dont le fichier et le contrat seraient les instruments. Alors, naturellement, en raison des atteintes aux libertés et à la vie privée qu'ils peuvent réaliser, ces fichiers doivent être encadrés. Mais cependant, on sent bien que cet encadrement doit tenir compte des nécessités des données pour l'assurance, et puis aussi, bien sûr, du rôle économique et social que joue cette activité d'assurance en termes d'indemnisation, de protection, etc. La question des fichiers des assurés est donc celle d'un arbitrage entre des préoccupations diverses, parfois antinomiques, souvent inextricablement liées. Elle est de surcroît d'une brûlante actualité. Le projet de loi sur la République du numérique est en discussion, tout comme le règlement européen sur les données personnelles qui a été déjà invoqué à plusieurs reprises. Et plus spécifiquement, si on regarde du côté des assureurs, eh bien, on constate que les initiatives et les réflexions se multiplient. Pêle-mêle, on peut citer la création d'une commission numérique par l'Association française de l'assurance, la publication d'un livre blanc sur la transformation digitale de l'assurance, des investissements massifs des entreprises d'assurance, et puis, et ce n'est pas anodin, l'ouverture de formations dédiées au numérique au sein de l'école polytechnique d'assurance. Tout ça montre la prégnance des questions. Et c'est qu'en effet, l'avènement du big data et l'essor des objets connectés sont les moteurs de ce qui pourrait bien être une nouvelle révolution de l'industrie de l'assurance. Je voudrais donc envisager le contrôle des assurés par le fichier, en conservant à l'esprit les mutations qui pourraient advenir et les garanties qu'offre le droit. Et dans cette perspective, au-delà de ce qui peut n'apparaître comme un jeu de mots finalement assez faible, eh bien, après avoir évoqué les fichiers de contrôle des assurés, j'envisagerai le contrôle des fichiers des assureurs. Alors d'une part, les fichiers de contrôle des assurés sont essentiels à la bonne fin de l'opération d'assurance. Partons, si vous le voulez bien, du connu, à savoir le contrôle des assurés au temps des informations limitées, pour aller vers l'inconnu, et là il s'agira d'envisager le contrôle des assurés au temps du big data. En premier lieu, classiquement, le contrôle des assurés par les fichiers se déploie sur deux échelles distinctes. Il s'agit d'une part d'un contrôle de la mutualité, c'est-à-dire de l'ensemble des assurés, et d'autre part d'un contrôle individuel.
S'agissant du contrôle de la mutualité, les assureurs ont par essence besoin de connaître les risques qu'ils couvrent. On n'assure bien que ce que l'on connaît bien. Et grâce à la loi des grands nombres et aux statistiques, ils sont en effet à même de réaliser l'opération d'assurance. En d'autres termes, si chaque relation assurantielle prise individuellement est marquée par l'aléa, à l'échelle de la mutualité, par principe et par construction, il n'y a pas de place pour le hasard. C'est ici que la collecte et le traitement des données jouent un rôle évidemment essentiel. Et cette connaissance des risques va conduire les assureurs à faire en sorte d'améliorer la configuration des risques en question. De ce point de vue, il y a effectivement un rôle normatif qui est joué par les entreprises d'assurance, notamment en incitant à la prévention en amont des sinistres, mais aussi à la protection en aval des sinistres, en cherchant à limiter autant que possible les conséquences de ceux-ci par des mesures de sauvetage, d'assistance, etc. Les fichiers jouent donc un rôle, là aussi, à ce moment-là, un rôle moins immédiat, mais tout de même important. Et l'exploitation des données ainsi recueillies contribue à modeler les contrats et les clauses de ces contrats d'assurance. Exclusion, conditions, d'échéance, franchise, tarification, tous ces mécanismes contractuels sont issus de l'exploitation de données enregistrées et incitent les comportements, enfin, incitent les assurés à modifier leur comportement. Il y a une sorte de normalisation des comportements. S'agissant alors du contrôle individuel des assurés, il intervient d'abord naturellement lors de la phase précontractuelle. Examiner la proposition d'assurance, c'est évaluer le risque apporté à l'aune des données transmises par le futur assuré lorsqu'il répond au questionnaire de risque. Ne pas contracter ou contracter à telle ou telle condition, c'est bien sûr classer les candidats à l'assurance, c'est opérer un contrôle. Et ce contrôle perdure tout au long de la relation assurantielle, puisque l'assuré est tenu de déclarer les aggravations de risque qui surviennent lors de l'exécution du contrat. Lorsqu'un sinistre se produit, si jamais cette hypothèse se présente, eh bien, l'assuré vérifiera la sincérité des différentes déclarations qui ont émaillé la relation contractuelle. Et les données recueillies, évidemment, sont alors précieuses. En effet, l'une des grandes craintes des assureurs, c'est la fraude. Fraude qui, dit-on, est le deuxième sport préféré des Français après la fraude fiscale. Croiser des fichiers permet en effet de constater des situations de cumul frauduleux d'assurance ou des salves de déclaration d'un même sinistre aux fins de cumuler des indemnisations. En la matière, et de façon plus générale, la difficulté que rencontrent les assureurs tient à l'admissibilité de la preuve. Leur droit de prouver entre évidemment en conflit avec les droits des assurés, dont le respect de la vie privée et le secret médical, par exemple. Et dans ce type d'affaires, c'est bien sûr un contrôle de proportionnalité que le juge va devoir se livrer. Et sachez que lorsque la fraude est établie ou même simplement soupçonnée, l'assuré se retrouve fiché. Il a un casier assurantiel qui n'est plus vierge. Il existe ainsi un contrôle, ou tout au moins des possibilités de contrôle des assurés grâce aux fichiers. Et la révolution du big data est de nature à donner une intensité complémentaire à ce fichier. En second lieu, le contrôle des assurés par les assureurs au temps du big data apparaît en effet comme un contrôle accru et facilité. Et d'ores et déjà, on observe sur le marché l'arrivée de nouvelles formules contractuelles qui s'appuient sur les objets connectés et les données qu'ils diffusent. Alors le big data, on le sait, se caractérise par le volume, la variété, la rapidité, la complexité des informations dont les sources sont très nombreuses et très variées. Et on voit bien que l'assureur, possiblement, potentiellement, peut avoir accès à de nombreuses données bien plus riches, bien plus déterminantes que celles auxquelles il a accès lorsqu'il traite des réponses au questionnaire de risque qui a été rempli au moment de la souscription du contrat. Il n'est pas exclu désormais que l'assureur finalement connaisse mieux son assuré que l'assuré se connaît lui-même. Alors, au-delà des opérations de marketing ciblées qu'elles permettent, ces données disponibles, qui sont donc plus nombreuses, mais aussi et surtout plus qualitatives, eh bien, sont donc des outils de meilleure connaissance de risque et de meilleure connaissance des comportements des assurés. Alors bien sûr, dans une vision optimiste, on peut dire que le big data comporte la promesse d'une meilleure prévision, d'une meilleure prévention des risques et des crises. Mais bien sûr,
il est assez clair que l'extraction des données à partir des sources diverses va permettre aux assureurs d'exercer un contrôle accru sur les assurés, tout au moins lorsque les données sont accessibles loyalement et licitement, et à plus forte raison en ce qui concerne les données recueillies avec le consentement des assurés. Alors pour se faire une idée des changements profonds qui sont à l'œuvre, je crois qu'il est possible de prendre deux exemples qui me paraissent particulièrement topiques. Le premier en assurance automobile, le second en assurance santé. S'agissant de l'assurance automobile, une formule contractuelle se propage à très grande vitesse aujourd'hui, principalement à destination des jeunes conducteurs, mais il est assez clair que tous les conducteurs, tous les assurés seront bientôt concernés. Cette formule contractuelle est connue sous le nom de Pay as you drive. Pardon pour l'accent. Alors le principe, il est simple, il a été validé par la CNIL. En contrepartie d'une diminution de prime, l'assuré accepte des restrictions quant à l'usage de son véhicule, en termes de distance et en termes d'horaire d'utilisation, le tout sous le contrôle permanent de l'assureur, par le biais d'un capteur GPS, d'un boîtier de contrôle du kilométrage parcouru, voire parfois d'un accéléromètre. Le contrôle va même parfois jusqu'à évaluer la conduite, la qualité de conduite de l'assuré. Alors, bien sûr, cette formule prend le cadre du contrat, et donc il y a un consentement de l'assuré, mais on voit bien qu'il y a un contrôle qui est omniprésent, motivé bien sûr par une tarification avantageuse, mais un contrôle qui est quand même, pour le coup, qui instaure véritablement une pression que, pour ma part, je trouve exagérée sur l'assuré. Mais il y a pire. Et ce sera mon second exemple, en matière d'assurance de santé, même si les choses sont pour l'instant simplement au stade de projet. Les assureurs ont en effet très vite décelé les opportunités qu'offre la pratique du quantified self. Et en effet, certains assureurs proposent d'ores et déjà des bracelets connectés et récupèrent les données avec le consentement de l'assuré, sans réduction de prime pour l'instant, mais avec des avantages qui sont présentés comme des mesures de prévention. Et par exemple, un assureur offre à ses assurés qui font le plus de pas dans la journée 2 séances de médecine douce à tarif réduit. Alors l'exemple américain conduit évidemment à penser que l'acceptation de porter un bracelet connecté aura à terme des effets sur le prix de l'assurance et sur l'accès à l'assurance, bien entendu. Et avant même le contrat, on observe aujourd'hui que les assureurs proposent des applications mobiles, santé ou bien-être, alors on peut discuter des termes, qui s'apparentent très souvent à des coachs, qui conduisent le porteur à infléchir son comportement et qui l'habituent insidieusement à ce qui sera probablement à terme une obligation contractuelle. Nous serons tous connectés et l'assureur saura si nous avons fait du sport, si nous avons privilégié l'ascenseur à l'escalier, peu sportifs que nous sommes. Alors le temps est donc à la densification du contrôle des assurés, mais pour autant, bien sûr, le droit quand même ne s'en laisse pas compter. Certes, les fichiers se déploient, mais toutes les informations ne peuvent pas être collectées ou exploitées. Il existe ainsi un contrôle des fichiers des assureurs, c'est-à-dire donc des garanties pour les assurés. Alors d'autre part, en effet, le contrôle des fichiers des assureurs mérite d'être envisagé, ne serait-ce que pour rassurer quelque peu l'auditoire, sans doute inquiet à l'issue de ce tableau déjà bien sombre. Commençons par voir les remparts, c'est-à-dire les fichiers interdits, avant d'examiner des protections, mais qui me paraissent tout de même assez faibles, faiblesses inhérentes aux dispositifs informatiques et liberté. En premier lieu, la collecte et ou l'exploitation de certaines données sont interdites. Outre celle qui conduirait l'assureur à se substituer à l'autorité judiciaire en matière pénale et à constater et enregistrer des infractions, pensez par exemple aux infractions de la route, qui pourraient être enregistrées par le GPS dont je parlais tout à l'heure, eh bien, les fichiers, les interdictions se rencontrent dans 2 séries d'hypothèses distinctes. La première est relative à l'information génétique et la seconde a à voir avec la lutte contre les discriminations. S'agissant des données génétiques, toute sélection des assurés fondée sur ces données en question est prohibée. Le Code de la santé publique et le Code des assurances interdisent en effet aux assureurs de tenir compte de l'examen, des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. Et il est également, mais ça paraît superfétatoire, il est également interdit à l'assureur d'exiger communication des résultats ou, à plus forte raison, de soumettre l'assuré à des tests génétiques. Alors ces règles sont bien sûr l'expression d'un choix politique, choix qui est tout de même assez fragile, puisque non partagé par d'autres États. S'agissant de la lutte contre les discriminations, il est évident que les fichiers des assureurs peuvent être l'outil de traitement différencié fondé sur des critères interdits. Mais là aussi, la loi tient compte des impératifs de la technique assurantielle. Et par exemple, le code pénal ne réprime pas les différences de traitement fondées sur l'état de santé opérées en matière d'assurance de personnes. Et donc l'assureur peut poser des questions sur la santé et recueillir des données qu'il va traiter, alors par le biais d'un médecin conseil, etc. Il y a quelques, évidemment, précautions qui sont mises en œuvre. Mais cet exemple ne doit pas tromper. La politique antidiscrimination menée notamment par l'Union européenne réduit les marges de manœuvre des assureurs. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne le sexe des assurés, on sait qu'à la suite d'un arrêt test-achat de la Cour de justice de l'Union européenne, il est désormais interdit de tarifer différemment l'assurance automobile ou l'assurance santé et l'assurance vie, selon que l'assuré est un homme ou une femme. Alors il existe donc des règles qui interdisent l'utilisation de certaines données, voire prohibent leur collecte. Et pour autant, au-delà de ces règles, eh bien, la liberté n'est pas tout de même complète pour l'assureur, et c'est fort heureux. Il y a donc un contrôle des fichiers, mais ce contrôle comporte des faiblesses qui me paraissent avoir deux causes, l'une structurelle, l'autre conjoncturelle. S'agissant de la cause structurelle, je vais un peu vite, il s'agit de garder à l'esprit que la protection, le dispositif informatique et liberté repose sur des principes qui s'articulent à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du fichier lui-même. Et c'est ici qu'il faut justifier de la collecte et du traitement des données et des définitions de mise en œuvre, durée de conservation, identification de la personne responsable du traitement, etc. Or, évidemment, les assureurs n'ont guère de difficulté à démontrer que les données qu'ils recueillent le sont de manière loyale et licite, à des finalités déterminées et légitimes, et que ces données sont adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités en question. Du coup, sauf à tomber sur les prohibitions que j'évoquais juste avant, les assureurs peuvent constituer, en respectant les formalités de la loi de 1978, tout fichier qu'ils jugent utile. Reste alors à se placer au second niveau de la protection, celui de la personne fichée elle-même, et niveau où sont en cause évidemment ses droits, droit à l'information, à la rectification, à l'opposition, exigence de consentement. Mais là encore, il n'y a pas véritablement de difficulté pour les assureurs parce que, évidemment, tout se passe dans une relation contractuelle et du coup, il est assez simple, dans le cadre du contrat, de donner l'information et de recueillir le consentement. L'exemple du Pay as you drive que j'évoquais tout à l'heure doit vous en convaincre. Ainsi, d'une certaine manière, eh bien, seules les données qui sont recueillies en dehors du cadre contractuel sont à l'abri et encore sous réserve qu'elles ne soient pas liées à la recherche de preuves dans l'hypothèse de litige assureur-assuré. Les objets connectés sont donc des grands pourvoyeurs de données et sont donc susceptibles d'alimenter les fichiers des assureurs. Alors à cette cause structurelle de faiblesse de la protection s'ajoute une cause conjoncturelle qui est liée à la politique de la CNIL que l'on peut, pour mieux la comprendre, identifier à cette sentence un peu définitive de son secrétaire général qui a dit « En aucun cas la CNIL ne freine l'innovation, elle l'accompagne ». Autrement dit, certes la CNIL met l'individu au centre du débat, mais sa démarche est pragmatique et collaborative. Et j'en veux pour preuve la publication, il y a quelque temps, d'un pack de conformité assurance, dont j'ai une copie ici, pack conformité assurance qui a été co-rédigé par la CNIL et les assureurs. Et ce référentiel, en réalité, il a pour but de servir d'outil aux assureurs de manière à sécuriser leurs pratiques en leur donnant des indications concrètes sur la manière de respecter les textes et des modes opératoires précis. Et surtout, l'objectif clairement affiché est d'alléger les formalités par le recours à des normes simplifiées et des autorisations uniques. Alors ce pack, il concerne un certain nombre de données, je passe rapidement, mais
il ouvre assez large les vannes des atteintes, enfin, de ce qu'on pourrait considérer comme des atteintes à des droits fondamentaux ou à la vie privée. Alors évidemment, la CNIL ne délivre pas un blanc-seing, mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus de droits que de devoirs dans ce pack assurance. Alors pour conclure, puisque le temps passe, une chose apparaît aujourd'hui certaine, me semble-t-il, c'est que sous réserve des dispositions qui limitent l'accès, la collecte et le traitement de données personnelles, et qui peuvent être d'ailleurs complètement extérieures aux dispositifs informatiques et libertés, comme l'exemple de l'information génétique l'a montré, eh bien, l'assurance ne sera plus la même demain en raison de la profusion de données sur les risques. D'ores et déjà, certains entrevoient un mouvement d'hypersegmentation, voire de démutualisation causé par la connaissance toujours plus fine des assurés. Et du coup, de proche en proche, on risque d'aboutir à la fin de l'opération d'assurance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, ce sera au pouvoir public sans doute d'intervenir. Les assureurs aujourd'hui affirment, en jurant leur grand Dieu, que jamais ils ne démutualiseront jusqu'au bout. À voir. Et d'ores et déjà encore, surgit la crainte que les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, deviennent des assureurs d'un nouveau genre en exploitant les données dont ils sont propriétaires, entre guillemets. Je vous renvoie aux contributions de tout à l'heure. Alors voici donc que se dessinent un certain nombre de questions dont on mesure les enjeux, et seul, bien sûr, l'avenir apportera des réponses, mais je crois qu'il convient de se préparer à cet avenir et de le préparer autant que possible. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Mathieu Robineau. Alors effectivement, là, l'horizon est peut-être moins balisé qu'en matière de droit du travail, mais ce qui me rassure quand même, c'est votre capacité à ne pas vous satisfaire des solutions actuelles informatiques et liberté, qui me fait penser qu'on a là des bonnes recrues de juristes sensibilisés à la question de la protection des données personnelles et qui pourront utilement remplacer la vieille garde. Voilà. Je passe la parole maintenant à Stéphanie Mauclerc pour son intervention sur les fichiers des indésirables. Et alors, extrêmement fatiguée dans le train, je me suis dit, le fichier des indésirables, mais de quoi va-t-elle nous parler? J'étais sur les spams. Et je me disais, mais quand même, qu'est-ce qu'elle peut raconter? Mais j'ai compris ensuite, en feuilletant le dossier, que ça allait beaucoup plus loin que nos indésirables spams.